Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 14 février 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance, notamment au titre des mesures normatives, des communications, des comptes rendus, des rencontres et manifestations internationales et des mesures individuelles. En premier lieu, au titre des mesures normatives, 2 décrets ont été adoptés. Premièrement, décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs. Le rayonnement culturel et sportif de notre pays dépend, entre autres, de l'efficacité du cadre institutionnel mis en place. C'est pourquoi la création d'un organe public ayant des compétences techniques appropriées, la capacité organisationnelle et les moyens subséquents s'est avérée nécessaire. Cet organe prendra également en charge l'organisation des manifestations officielles. Ainsi, l'Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs organisera les cérémonies officielles. Elle contribuera au plan culturel et sportif à accompagner la créativité contemporaine et stimuler l'éclosion des talents dans ce domaine. De façon spécifique, elle a pour mission l'organisation des manifestations officielles, l'organisation de tous les événements dans les secteurs des arts, de la culture, du sport et du tourisme, notamment les galas, festivals, concours de beauté, concerts, spectacles, matchs internationaux, etc. L'organisation des événements artistiques, culturels et sportifs innovants, la mobilisation d'appuis complémentaires auprès de partenaires privés. Aussi, dans l'exercice de ces missions, l'agence aura-t-elle des démembrements au plan national et une large couverture au plan international. En adoptant le décret, le Conseil a instruit le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, ainsi que les autres ministres concernés, de veiller à son application et à l'opérationnalisation diligente de la dite agence. Deuxièmement, décret portant approbation des statuts du Fonds des arts et de la culture. Les nombreux dysfonctionnements observés au niveau du Fonds d'aide à la culture et aux loisirs l'ont dépouillé de toute efficacité par rapport à sa vision originelle. En effet, cet organisme est aujourd'hui perçu comme dédié à un appui à titre gracieux aux bénéficiaires de ces interventions sans tenir compte de critères objectifs de sélection et de la nécessité de régénérer ses ressources. C'est pour mettre fin à cette mauvaise perception de l'appui de l'État au secteur et mieux l'organiser que le présent décret a été adopté. Ainsi, le nouveau Fonds des arts et de la culture a pour vocation de jouer un rôle de premier plan dans la promotion des arts et de la culture de notre pays avec professionnalisme, transparence et équité. Pour ce faire, les innovations du nouveau dispositif institutionnel concernent notamment, premièrement, la réduction de la taille du conseil d'administration qui passe de 15 à 7 membres, l'évolution des attributions du fonds qui inclut désormais le fonds de bonification, l'appui à la production et à la promotion des artistes
et le soutien à la diffusion des œuvres par les médias nationaux et internationaux. La restructuration de l'organigramme du fonds pour le rendre plus efficace. En adoptant le décret, le Conseil a instruit le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports de veiller à son application rigoureuse. Au titre des communications, sous cette rubrique, 2 dossiers ont été approuvés. Premièrement, sélection de la société Louis Berger pour la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage bâtiment à l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire et comme chargé de mission auprès de l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation et de l'Agence du patrimoine et du tourisme. En vue d'assurer des études techniques de qualité, une réalisation rapide et maîtrisée des travaux de construction de certaines infrastructures relevant des missions des dites agences, le Conseil a autorisé la sélection de la société Louis Berger, dont la réputation est mondialement reconnue dans ces domaines. Le ministre du cadre de vie et du développement durable et les autres ministres impliqués dans la mise en œuvre des projets ont été instruits d'accomplir diligemment les actions nécessaires en vue de la réalisation effective des missions prescrites à la société. Deuxièmement, réalisation des études de faisabilité en vue de l'installation de centres de services agricoles dans les pôles de développement agricole. Le concept de centre de services agricoles basé sur la démonstration par l'exemple permet d'améliorer la production et la rentabilité des petits exploitants en mettant à leur disposition des services matériels dans le domaine de l'irrigation, la mécanisation, les intrants spécifiques, les infrastructures et les équipements, et en assurant à leur profit le transfert du savoir-faire et de technologies agricoles, l'appui conseil, etc. Les centres de services agricoles adaptés au contexte de développement des filières porteuses par pôle de développement agricole constitueront un support technique à la disposition des 7 agences territoriales de développement agricole mises en place par le gouvernement. Ils favoriseront le renforcement des capacités des exploitants agricoles, des prestataires de services et de l'encadrement technique. Dans la perspective de leur mise en œuvre, plusieurs sites ont déjà été identifiés par les agences territoriales de développement agricole. Mais il est nécessaire de mener les études préalables pour évaluer le potentiel de chaque site et disposer d'indications précises sur toute l'ingénierie et la faisabilité. Le Conseil a autorisé le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à contracter avec la compagnie Green 2000 pour la réalisation des dites études. Au titre des comptes rendus, le Conseil a approuvé le compte rendu suivant. Préqualification de concessionnaires pour le financement, la réalisation, l'exploitation et l'entretien du contournement nord-est de Cotonou. Le ministre des Infrastructures et des Transports a soumis au Conseil le compte rendu de la procédure de préqualification de concessionnaires pour le financement, la réalisation, l'exploitation et l'entretien du contournement nord-est de Cotonou. Ce projet porte sur la réalisation et l'exploitation, premièrement,
d'un nouvel axe autoroutier de contournement nord, 37 km, qui reliera les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou et Sémé-Podi et désengorgera la ville de Cotonou du trafic de transit. Deuxièmement, une bretelle de 4,5 km reliant le contournement nord au port autonome de Cotonou en passant par la berge est de la lagune. Le dit compte rendu renseigne que sur 7 entreprises internationales ayant marqué leur intérêt pour le projet, 3 remplissent les critères pour être sélectionnés pour la phase suivante. Il s'agit de, premièrement, Groupement Bouygues Travaux Publics Colas Afrique, Colas Project. Deuxièmement, Vinci Height Maze. Troisièmement, China State Construction Engineering Corporation. Pour la suite de la procédure, ces 3 candidats préqualifiés seront invités à soumettre chacun, au bout d'un délai de 3 mois, une offre complète chiffrée. Le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports de conduire diligemment la suite de la procédure. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, les 19 et 20 février 2018, de la 6e réunion du Forum des autorités de régulation de la radiodiffusion des pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique. Au titre, enfin, des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, directeur adjoint de cabinet, M. Alain Ayadokoun. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Dieudonné Kossi Assoba. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, sur proposition du ministre, directeur de la programmation et de la prospective, M. Marcel Didjoko Hunkonou, directeur général de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle, M. Mathias Benjonan Agon. Je vous remercie. Henri Ndaseko, Radio Lé. En fait, j'ai 2 questions. Je ne sais pas si je peux poser les 2 à la fois. Voilà. On a parlé d'un degré d'approbation des statuts du Fonds des arts et de la culture. Je voudrais demander de façon plus concrète, qu'est-ce que ça va changer de l'avènement de cette structure dans la vie des artistes béninois qui, Dieu seul sait, se plaignent depuis un bon moment de leurs conditions de vie et de travail. Premièrement, c'est une réforme de fond. Une réforme de fond qui concerne bien entendu le Fonds des arts et de la culture. Cette réforme de fond vise d'abord à ne plus distribuer les prébendes de l'État, à ne plus satisfaire cette considération de la pitié. Cette réforme vise surtout à professionnaliser le secteur de la culture et des arts, à encourager les plus méritants, à faire rayonner les artistes, et en faisant rayonner les artistes, à faire rayonner le Bénin. C'est un fonds dont la gestion sera plutôt efficace, plutôt utile. C'est un fonds dont la gestion consistera à faire en sorte que les vrais bénéficiaires soient satisfaits. Parce que, bien évidemment, beaucoup de personnes revendiquent être artistes. Beaucoup de personnes revendiquent faire partie du monde de la culture. Mais tous et toutes sont-ils ou sont-elles des artistes?
ou relève-t-il ou relève-t-elle du monde de la culture? Or, la meilleure représentation et la meilleure incarnation du pays, c'est l'art et la culture. Et les ressources, les deniers publics doivent, parce que on nous les a confiés pour les gérer de manière utile, doivent faire en sorte que dans ce secteur, le Bénin soit mieux représenté, mieux incarné. Et c'est pour cela donc, que le Conseil a approuvé cette réforme qui n'est pas, encore une fois, seulement, qui n'est pas une réforme de forme, une réforme de superficie, c'est une réforme de fond. Le Conseil des ministres a également validé l'installation des centres de services agricoles. Je me suis demandé tout de suite pour mon parent de Tchoumi, qu'est-ce que ça va changer? Vous avez, je vous connais très bien aussi, des parents à Avogbanan. Il ne vous a pas échappé que dans une première étape, et pour mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement, il a été institué et créé les pôles de développement agricole, 7 pôles de développement agricole, compte tenu, bien entendu, des particularités dans ce secteur de nos régions. Les pôles de développement agricole ont pour bras, on va dire, opérationnels, les agences territoriales de développement agricole, les ATDR. Et ces agents territoriales de développement agricole doivent avoir des instruments tout aussi opérationnels. Ces instruments sont les centres de services agricoles. Ces centres de services agricoles sont chargés, bien entendu, d'offrir des prestations, de permettre aux agences territoriales de développement agricole d'atteindre leurs objectifs, d'accomplir leur mission et d'être le lien entre les producteurs, entre les intermédiaires, entre les consommateurs et de faire en sorte, bien entendu, que ce que l'on a produit puisse être commercialisé, que les besoins que l'on a en matière de logistique puissent être satisfaits, que les besoins que l'on a en matière de connaissance, en matière de recherche, puissent aussi être satisfaits. Donc c'est le rôle, ce sont les rôles et les missions essentielles des centres de services agricoles qui sont dédiés d'abord aux ATDR et plus largement aux pôles de développement agricole. René Ouakakou, journaliste à la télévision nationale. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, bonsoir. Merci de vous prêter encore une fois à l'exercice du point de presse post-Conseil des ministres. Une toute petite question, elle est relative au projet de contournement nord-est de Cotonou. Je crois que vous avez bien ça, le vaste projet contenu dans le PAG. J'ai eu dit tout à l'heure que les choses se précisent à ce niveau et qu'un pas de géant vient d'être franchi, 3 entreprises ont été préqualifiées. Est-ce qu'on a des raisons de penser que le compte à rebours est lancé et qu'on pourrait, les jours à venir, les mois à venir, entrer dans la ville de Cotonou par d'autres voies et en ressortir par d'autres? Vous savez que c'est l'un des projets phares auxquels tient le président de la République. On va dire qu'on n'a pas tort d'être fier, on n'a pas tort d'être satisfait, on n'a pas tort d'espérer résolument que non seulement on sera soulagé, à titre individuel, à titre collectif, des désagréments que nous cause l'entrée et la sortie de Cotonou. On est fiers aussi de voir notre pays être vu d'un autre point de vue, sous un autre angle, sous l'angle de la modernité, parce que ce sont les infrastructures de la dernière génération. Et bien entendu, est-ce que le compte à rebours a commencé? Bien entendu. Parce que, évidemment, vous avez relevé que l'on a reçu dans la phase de préqualification, conformément à la loi portant partenariat public-privé et au code des marchés publics, que nous avons reçu beaucoup plus d'offres, beaucoup plus, on va dire, de disponibilité que nous en attendions, que le projet a intéressé, et que finalement, nous avons reçu, sélectionné 3 propositions qui se tiennent
et que le Conseil des ministres a décidé de mettre ces 3 opérateurs, ces 3 partenaires potentiels en compétition pour avoir la meilleure offre finale possible. La meilleure offre finale en termes de qualité, en termes de coût, en termes de capacité à accueillir cette modernité. Et c'est ce que, disons, dans les délais qui ont été prescrits, non seulement par la loi, mais également encouragés par le gouvernement, dans ces délais, nous attendons que les offres se précisent et que, finalement, que l'un des partenaires soit désigné. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup d'enthousiasme que nous attendons d'accueillir donc la réalisation de cette infrastructure plus qu'importante. Audi a été dit du journal Le Matinal. Monsieur le ministre, nous avons suivi avec intérêt hier soir une émission portant sur la réalisation opérée dans la Pandjari depuis 1 an. Alors, elle révèle a posteriori la pertinence du choix du gouvernement. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, si c'est une fierté sur ce coup. Que voulez-vous que je vous réponde? Vous avez tous répondu devant vos petits écrans hier. Chacun a dû ressentir cette fierté-là, de savoir que cela se passe au Bénin, de savoir que c'est un patrimoine tout aussi important que nous avons, que nous n'avons pas de pétrole, que nous n'avons pas d'autres ressources que celles naturelles, que notre environnement, que notre parc Pendjari, et que depuis 1 an, avec cette sorte de revitalisation, ce nouveau dynamisme, on va dire cette renaissance du parc national Pendjari, vous avez donc tous senti cette fierté. Et je n'aurai qu'à constater que cette fierté est partagée. Mais seulement, peut-être, préciser que l'on a eu tort de considérer que le parc a été cédé à des étrangers, que le parc a été vendu à des étrangers, que le gouvernement agit dans le sens de piétiner les intérêts nationaux. Ce que vous avez vu, que vous pouvez, vous aussi, aller regarder de près. Parce que vous n'avez pas seulement le droit, vous avez quelque part, chaque citoyen a quelque part, l'obligation de ce tourisme national. De ne pas seulement entendre des autres, de ne pas seulement regarder par autrui, d'aller regarder par soi-même, en famille ou en ami, ce qui se fait de si bien. Eh bien, quand vous aurez, parce que vous avez vu tout cela, c'est le meilleur témoignage qu'il s'agit premièrement d'une délégation de la gestion du parc, qui consiste en quoi? Puisque c'est le patrimoine national, le gouvernement s'est interrogé sur la meilleure manière d'assurer une gestion non pas seulement efficace, mais une gestion efficiente de ce patrimoine. Une gestion qui rehausse l'attractivité du Bénin au plan touristique. Et de dire que pourquoi, alors que nous sommes État, que nous n'avons pas de compétences particulières dans ce secteur, pourquoi ne pas rechercher celles et ceux qui ont cette compétence spécifique et déléguer la gestion? C'est ce qui a justifié l'avènement de African Park Network, qui est une organisation non gouvernementale. Et vous savez que la vocation d'une association, d'une organisation non gouvernementale, n'est pas la recherche du lucre, n'est pas la satisfaction, le profit commercial. Parce que ce sont des militants de la protection de l'environnement au plan universel. Mais ce sont des militants professionnels qui ont des démarches tout aussi professionnalisées. Et c'est à ces personnes, c'est à cette organisation que depuis 1 an, le gouvernement a conféré le pouvoir de gérer le parc Pendjari. Les résultats sont ceux que vous avez déjà vus, seulement 1 an. Je voudrais profiter de votre intervention, de l'expression de votre préoccupation, pour appeler chacun de nous d'avoir cette, on ne va même pas dire courage, on ne va même pas dire humilité, ce devoir citoyen d'aller voir ailleurs que Cotonou, que les plages de Cotonou, et de considérer que l'on peut désormais aller, en 1 heure déjà de vol,
Parce que, évidemment, il y a un espace dédié pour recevoir les aéronefs au sein du parc et de regarder. Je voudrais inviter celles et ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, sur les forats, de se cotiser et de faire une virée à l'intérieur du parc national Pendjari. De faire cela, et quand ils seront de retour, on va pouvoir discuter. Je voudrais inviter celles et ceux, quel que soit le corps, parce que béninoises, parce que béninois, de programmer, d'aller voir, de ne pas se faire raconter. Voilà, quand nous aurions fait cela, nous aurions accompli quelque part un devoir citoyen. Et nous aurions le pouvoir de demander des comptes. Parce que, évidemment, certes, le gouvernement a l'obligation de rendre compte, mais le citoyen doit se mettre en capacité de demander des comptes. Et se mettre en capacité dans ce secteur, c'est aller voir et venir dire, et venir discuter. Je vous remercie. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, bonjour. J'ai vu tout à l'heure avec quel appétit vous avez parlé de la protection de nos côtes. Hier, la présidente, j'ai suivi sur les réseaux sociaux une brève présentation de ce projet-là, notamment sur le site de la présidence. Je voudrais savoir concrètement où en sommes-nous par rapport à ce projet, notamment en ce qui concerne le volet brigadier des côtes. Est-ce qu'enfin, nos côtes sont prêtes à accueillir ces brigadiers? La seconde question, si vous le permettez en même temps, puisque le temps s'en va, j'ai eu à visiter hier, que dimanche, le nouveau site d'exploitation de sable lagunaire d'Atoncor. Et en face de ce site-là, j'ai vu aussi des enfants qui pataugent dans la lagune, qui se dessèchent. La lagune, en plein, je veux dire, en tout cas, ça tarissait déjà, en face du même site d'exploitation. Et j'ai cherché aussi à savoir si ce site a rempli, disons, tout le cursus, tout le processus qu'il faut. Je n'ai pas encore trouvé un document légal qui a autorisé ce site-là à exploiter, disons, le sable lagunaire dans cette localité. Vu que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, je voudrais savoir exactement ce à quoi retourne réellement cette société, la présence de cette société dans cette localité, qui instamment, je le rappelle aussi, est inondée. Merci. Je vais vous répondre de manière assez brève. Hein. Aussi bien le site dont vous parlez que les côtes qui font l'objet de nos préoccupations communes. Nous allons produire en temps opportun les informations les plus pertinentes et les départements chargés de ces secteurs eh bien, vous rencontreront sur ces sujets-là. Et donc, soyez patients. Ce sont des sujets de très grande préoccupation sur lesquels le gouvernement s'active. Je vous remercie.